Bonjour tout le monde. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci beaucoup de votre participation à ce webinaire aujourd'hui. Nous attendons encore quelques participants qui vont nous rejoindre. Mais en attendant, nous sommes vraiment très ravis de vous accueillir pour ce webinaire intitulé Agir ensemble pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Donc, ce webinaire est organisé avec nos équipes en Afrique de l'Ouest. Il vise à donner la parole à celles et ceux qui œuvrent à la prise en charge des survivantes et à ouvrir les chemins de transformation sociale pour mettre fin aux mutilations génitales et féminines au Sénégal et dans les pays voisins. Si cela vous convient, on va commencer dans une petite minute. Mais en attendant, on vous précise que ce webinaire est enregistré afin de pouvoir le rediffuser à des personnes qui n'ont malheureusement pas pu assister aujourd'hui. Sachez que vous avez la possibilité de poser vos questions dans la partie Q&R, donc questions-réponses. Et nous prendrons quelques minutes à la fin, 10 à 15 minutes, on sélectionnera quelques questions et nos panélistes y répondront. Ok, je vous propose alors de commencer. Il est 12h05. Je vous présenterai tous nos pénalistes un peu plus tard dans le déroulé de notre webinaire. Voilà, donc moi je suis Nancy Malou, je suis chargée de communication chez Amref Health Africa France et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire aujourd'hui avec Ernest Clément Mendy, qui est mon collègue basé au Sénégal et qui est programme manager chez Amref Health Africa Afrique de l'Ouest. Donc, pendant que les autres participants arrivent, je vais vous présenter un peu donc, Amref Health Africa. Donc, Amref Health Africa est la première ONG africaine de santé publique. Elle a été fondée en 1957 et le siège est basé à Nairobi, au Kenya. Nous sommes à peu près 2200 collaborateurs dans le monde, avec 95% des salariés africains. Nous avons des programmes où nous sommes basés dans 40 pays en Afrique, avec 172 programmes actifs en 2025 en Afrique. Et en 2025 toujours, ce sont 27,1 millions de personnes qui ont été impactées par les services de santé d'Amref et 76,3% d'entre eux ont moins de 35 ans. Donc, grâce à une relation de confiance fondée sur la proximité, Amref Health Africa a pour mission d'améliorer durablement l'accès à la santé en Afrique. Et nous sommes convaincus que le changement durable est avant tout porté par les communautés. Nous avons 5 axes d'intervention prioritaires, donc la formation des professionnels de santé, la santé maternelle et infantile, la santé sexuelle et reproductive, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, et enfin la santé et le changement climatique. Notre approche, elle repose aussi sur 5 principes complémentaires et elle est centrée sur la personne et les déterminants sociaux de la santé. Donc d'abord, c'est une approche qui est centrée, comme je l'ai dit, sur la personne. Chaque intervention part des besoins individuels et des réalités locales avec des solutions adaptées plutôt que standardisées.
Ensuite, nous portons une très grande importance au leadership communautaire. Donc, ce sont vraiment les communautés elles-mêmes qui portent le changement. Nous attachons aussi une très grande importance à l'empowerment des jeunes et des femmes, bien que souvent ces derniers sont vulnérables, plus vulnérables que d'autres publics. Ils sont vraiment au cœur de la transformation et nous sommes convaincus de cela. Nous adoptons aussi une approche multisectorielle, donc, car nous savons que la santé est liée à plein d'autres facteurs. J'en cite, mais il y en a plein d'autres. Il y a l'éducation, l'économie ou encore l'environnement. Et enfin, notre action s'appuie sur un leadership éclairé, donc sur la recherche, l'innovation et le plaidoyer pour créer un changement durable des systèmes en Afrique. Sans plus tarder, je passe la parole à Ernest Mendy, qui est donc, comme je l'ai dit, programme manager chez AMREF Afrique de l'Ouest, pour nous présenter un peu plus la thématique du jour, donc les mutilations génitales féminines. On les adressera aussi en tant que MGF lors de ce webinaire. Et il nous présentera aussi une vue d'ensemble sur le travail d'AMREF dans la lutte contre les MGF au Sénégal plus particulièrement et dans les pays frontaliers. Ernest, je te laisse la parole. Merci Nancy. Je suis ravi d'être parmi vous pour ce webinaire sur ce sujet qui nous tient à cœur et qui concerne malheureusement encore trop de filles et de femmes dans notre pays. Et pour ce faire, je pense qu'il est important de faire un petit rappel de ce que sont les mutilations génitales féminines. Les mutilations génitales féminines, communément appelées MGF, constituent une violation grave des droits humains et une forme extrême de violence basée sur le genre, touchant au moins 200 millions de femmes et de filles dans le monde. Elle désigne l'ensemble des pratiques impliquant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins ou toute autre atteinte des organes génitaux féminins à des fins non médicales. Conformément à la classification de l'OMS, les MGF sont regroupés en 4 types. Nous avons le type 1 et le type 2 concernant l'ablation partielle ou totale du clitoris avec ou sans les lèvres. Nous avons le type 3 appelé infibulation qui est une forme extrême de MGF avec rétrécissement de l'orifice vaginal. Nous avons aussi les types 4 qui regroupent toute autre pratique nuisible non médicale. Il faut noter et préciser que toutes ces mutilations constituent de graves violations des droits des jeunes filles et des femmes. Effectivement, quand nous parlons d'impact, nous avons cet impact sur la santé. Donc, pour les MGF, qu'importe le type de MGF, cela entraîne des conséquences graves et souvent irréversibles sur la santé physique et psychologique des filles et des femmes. À court terme, elles peuvent provoquer des douleurs intenses, des saignements sévères, des infections, des chocs et, dans certains cas, le décès. À long terme, les MGF sont associés à des douleurs chroniques, des infections répétées, des troubles urinaires, une infertilité et des complications obstétricales majeures, telles que le travail obstrué ou l'augmentation des césariennes. Le type 3 expose en outre les femmes à des interventions chirurgicales pour permettre les rapports sexuels ou l'accouchement pendant la nuit nuptiale, pour permettre les rapports sexuels. Au-delà de ces conséquences physiques, les MGF ont aussi un impact psychologique profond, incluant l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique, la peur des rapports sexuels et une altération durable de la qualité de vie. Ces risques soulignent l'urgence de l'action de prévention, de protection et de prise en charge intégrée, centrée sur les droits, la santé, la dignité des filles et des femmes. Oui. Nous allons maintenant parler du contexte des MGF en Afrique. La prévalence des MGF est particulièrement élevée dans les communautés somaliennes de la Corne de l'Afrique, donc l'Éthiopie, Djibouti, Kenya, Somaliland et Somalie, ainsi que certaines
parties de l'Afrique de l'Ouest, notamment la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Mali et la Guinée-Bissau. Parmi ces différents types, oui, donc c'est ça. Donc maintenant, nous allons parler du contexte sénégalais. Au Sénégal, environ une femme sur 5 subit cette pratique. Elle touche surtout les petites filles, souvent âgées de 5 ans et rarement plus de 10 ans. Et certaines régions sont plus concernées, particulièrement les régions du Nord à Matam, mais aussi les régions de l'Est et du Sud, Kédougou, Sédhiou et Kolda. Même si la pratique est interdite par la loi depuis 1999, elle persiste encore. Et cela montre qu'il est important de continuer la sensibilisation des communautés et de protéger les droits et la santé de ces filles. Nous avons aussi une particularité au Sénégal qui est les mutilations génitales féminines transfrontalières. Du fait de notre situation géographique, à l'est, nous avons le Mali, qui n'a pas encore de législation sur les mutilations génitales féminines. Au sud-est, nous avons la Guinée-Conakry, qui a une législation, même s'il y a une forte prévalence en Guinée-Bissau et en Gambie. Donc, les régions frontalières ont les taux les plus persistants de MGF, souvent supérieurs à la moyenne nationale. Donc, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Donc, il y a au niveau de ces régions-là, c'est souvent des zones rurales, plus conservatrices, donc où les normes traditionnelles sont encore très fortes et les interventions de sensibilisation encore limitées. L'autre point, c'est la présence de communautés fortement pratiquantes. Donc, les principales communautés pratiquantes se trouvent dans ces régions-là. Il y a aussi cette faible présence des services publics. Donc, il y a moins de structures de santé, donc c'est des milieux souvent éloignés, moins de mécanismes de protection des enfants et les forces de l'ordre souvent pas assez formées sur les questions de mutilation génitale féminine. Il y a aussi cette impunité facilitée par les frontières. Donc, il y a cette possibilité pour les pratiquants de se déplacer dans les pays voisins où la législation est moins stricte ou moins dissuasive. Et pour conséquence, maintenant, la frontière devient des espaces où les pratiques se maintiennent, voire se renforcent malgré les efforts officiels. Le programme de Amref Health Africa aide à la mise en œuvre d'actions transfrontalières, coordonnées notamment entre les régions de Kolda, Bafata en Guinée-Bissau et Djandjambouré en Gambie, avec des messages harmonisés, un engagement communautaire, y compris les filles et les garçons. Donc, je m'en vais aussi vous résumer un peu l'approche de Amref dans les interventions concernant les MGF. Oui, merci. Oui, next slide. On peut rester sur cette slide si ça te va. Comment? Next slide. Oui. Ernest, Oui. tu m'entends? Si Oui, ça te va, on peut rester sur cette slide parce que Ok, l'autre, on ok. l'a enlevé. Ok, mais ok, mais, ça mais marche. je t'en prie, tu peux continuer ton propos parce que Oui, voilà. donc juste pour dire que l'action de Amref contre les MGF utilise une approche écologique et systémique centrée sur la fille, qui est reconnue comme une actrice, mais aussi experte dans sa propre vie. Cette approche agit simultanément au niveau individuel, familial et communautaire, institutionnel et politique, afin d'adresser les déterminants socio-culturels et normatifs qui perpétuent la pratique. Les programmes que Amref met en œuvre appliquent strictement le principe de ne pas nuire afin de ne pas heurter les communautés, mais aussi de ne pas augmenter le trauma chez les filles ou bien les femmes bénéficiaires de nos interventions. Enfin, Amref s'appuie fortement sur les données probantes et l'apprentissage continu pour renforcer l'impact et promouvoir un changement systémique durable, notamment par l'intégration de la prévention dans les systèmes de santé et des politiques publiques. Merci. Merci beaucoup, Ernest, pour cette vue d'ensemble. Pour rappel,
bienvenue aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Si vous avez des questions, je vais les faire remonter dans la partie Q&A, donc questions-réponses du webinaire, et nous prendrons quelques minutes à la fin pour sélectionner quelques-unes et y répondre. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter nos panélistes aujourd'hui, nous avons une petite vidéo à vous présenter, faite par une jeune militante et poétesse qui s'appelle Khadijatou Diallo. Donc, c'est une jeune adolescente engagée qui fait partie du projet The Girl Generation du African Led Movement et est membre du club des filles du centre Conseil Ado, CCA, à Kolda, au Sénégal. À travers donc, les espaces d'écoute et les actions communautaires soutenues par Amnesty Africa, Khadijatou contribue à renforcer l'accès des jeunes filles et à leurs droits et à la santé. Le son arrive. Normalement. Vos oreilles, c'est Marie. Moi, aujourd'hui, je me tiens loin de ces sources. Je remets au début. Quand j'ai dit femme, dans vos oreilles, c'est Marie. Moi, aujourd'hui, je me tiens loin de ces sources pour notre personne. Je parle et je trouve que dans vos oreilles, la femme doit, oui, la femme doit, c'est des devoirs. Mais qu'en est-il de ses droits? À chaque fois qu'on parle de femme, vous dites qu'elle est faible. Mais moi, je sais que le plus fort d'entre nous, face à elle, crève. Elle a supporté alors qu'elle pouvait succomber. Elle donne la vie en risquant de perdre la sienne. Elle s'oublie pour que de nous, on se souvienne. Elle subit, elle saigne. Chaque soir, c'est dans ses larmes qu'elle se baigne. Ndei, le corps tout bleu, se camoufle dans des habits. La petite Kumba, violée, abusée, n'a plus goût à la vie. Fatou, alité, pleure des larmes de sang parce que sa grand-mère complice, sa mère le regard impuissant, l'amour sur les petits yeux. C'est vous qui dites que le mariage n'est pas un jeu d'enfant, mais Mariama, à 15 ans, se retrouvait dans un ménage sans même savoir son sens. Hélas, la femme souffre, mais vous ne le voyez pas. La femme souffre, la femme souffre, la femme souffre. Merci à distance à Khadijatou pour ces très beaux poèmes. Alors, pour rappel, aussi aux personnes qui viennent de nous rejoindre, le webinaire aujourd'hui est enregistré. C'est à des fins de rediffusion aux personnes qui n'étaient pas présentes aujourd'hui. Alors, on passe à nos intervenants. Donc, pour accompagner aujourd'hui nos échanges, nous avons le plaisir d'accueillir 4 intervenants qui œuvrent à la prise en charge des survivantes et ouvrir les chemins d'une transformation sociale durable pour mettre fin aux mutilations génitales féminines dans leur communauté, mais aussi à l'échelle nationale au Sénégal, ainsi que dans les pays voisins. Donc, parmi les intervenants qui éclaireront notre réflexion aujourd'hui, nous avons Baba Karti, qui est coordinateur de centre de jeunes pour adolescents à Kolda, au Sénégal. Adama Diallo, qui est présidente du club de filles à Kolda, toujours au Sénégal. Et Tidjane Dieng, Project Officer chez Ambref Health Africa France. Et bien sûr, Ernest Mendy, qui co-anime avec moi aujourd'hui. Donc, pour ouvrir cet échange, je vais départager mon écran afin que nous puissions avoir un but ensemble. N'hésitez pas à allumer vos caméras, chers intervenants. Donc, pour ouvrir, je vais d'abord m'adresser à Adama Diallo. Donc, Adama, vous êtes présidente et coordinatrice des clubs de jeunes filles du Vert de Kolda. Votre engagement pour l'éducation et les droits des filles, la lutte contre les mutilations génitales féminines, le mariage précoce a démarré très jeune. Votre parcours personnel inspire beaucoup les jeunes vulnérables. Comment fait-on pour mobiliser ces pairs aujourd'hui, les jeunes principalement, pour qu'ils et elles deviennent, eux,
et elles-mêmes des leaders de changement dans leur communauté. Alors déjà, bonjour tout le monde et merci beaucoup. Je me réjouis vraiment de ma présence et de ma participation à ce webinaire vu son importance, mais aussi entrer en contact avec d'autres collaborateurs de Amref Sénégal et Amref France. Alors, pour revenir à votre question, mon parcours montre que les jeunes filles deviennent leaders quand quand on leur fait confiance. Pourquoi je dis quand on leur fait confiance? Parce que pour mobiliser mes pairs pour moi, je crée des espaces sûrs où elles peuvent s'exprimer librement, partager leur vécu et se sentir légitimes. Mais aussi le leadership, par exemple, est essentiel. Voir une jeune fille engagée, inspirer les autres à s'engager à leur tour. Parce que moi, par exemple, j'habite au sud du Sénégal, peut-être Ernest et les autres qui habitent au Sénégal connaissent bien Kolda et j'habite aussi dans un autre village de Kolda où il y avait en tout cas une réticence où on disait que telle fille ne doit pas faire ça, telle personne ne doit pas faire ça. Mais lorsque j'ai cru d'abord en moi avant que les autres m'ont fait confiance, lorsque j'ai pris ma confiance en moi et que j'ai montré aux autres qu'ils peuvent me faire confiance. Et puis, le potentiel a commencé à sortir. Et les filles à leur tour aussi disent que telle personne a pu faire ça, telle personne pu faire ça. Donc, les défis ne doivent pas et ne peuvent pas nous arrêter. Donc, mais aussi la création d'espaces sûrs comme les clubs de jeunes filles. On est un réseau de clubs de jeunes filles, bien sûr, peut-être vous le savez, de plus de 3000 jeunes filles regroupées dans les quartiers et villages où elles organisent des séances de sensibilisation, des activités communautaires, des discussions entre elles qui leur permettent en tout cas d'être libres et de se confier. Alors, c'est comme ça que mon parcours a commencé à inspirer d'abord les filles de mon village d'Abo, mais aussi aller jusqu'à quitter le président de club de jeunes filles de Dabo, à aller en tant que présidente au niveau départemental de près de 108 clubs de jeunes filles, mobilisant près de 3000 filles scolarisées et non scolarisées. Merci. Vous avez parlé de quelques stratégies, mais est-ce que vous pouvez développer un peu plus sur quelles sont les stratégies collectives que vous avez mis en place avec les filles et les communautés pour accélérer l'abandon des mutilations génitales féminines et quels changements concrets avez-vous observés? Alors, la première des choses, nous avons adopté une approche collective et holistique en impliquant directement les filles parce qu'elles sont au centre, elles sont pas victimes, elles sont les survivantes. Et au-delà d'impliquer les survivantes, mais aussi les filles, on a impliqué les familles, les leaders communautaires, les exciseuses, les ex-exciseuses et les personnes qui ont des influences dans les familles, mais aussi dans les communautés. Mais en annexe, à travers les clubs de jeunes filles, leaders qui se trouvent des associations exclusivement de jeunes filles, on a pu organiser des dialogues communautaires dans les communautés, mais aussi des dialogues entre les générations, les dialogues intergénérationnels et des sensibilisations. Nous abordons aussi les conséquences des MGF parce que parfois d'autres le font par méconnaissance parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas informés ou bien parce qu'elles ne sont pas informées. Donc, du coup, ces dialogues intergénérationnels, le fait de l'implication des différents acteurs leur permettent de voir exactement de quoi il s'agit. Mais aussi montrer les conséquences des mutilations génitales féminines, que ce soit dans le domaine médical, mais aussi dans les versets, parce que la majorité des personnes, la majorité des communautés et musulmans dire que c'est pas ratifié dans le Coran où nous croyons donc. Nous montrons aussi, nous abordons les conséquences sur la santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, les droits et l'avenir des filles. Pourquoi les mutilations génitales féminines peuvent freiner à l'avenir des filles et le déstabiliser. Mais aussi, les changements sont concrets, comme je l'ai dit tout à l'heure. La parole se libère.
moi des années. Pour ceux qui me connaissent, Babacar, il m'a eu très jeune. Donc, lorsque j'avais 13 ans, je pense 14 ans comme ça. À l'époque, il venait dans les villages pour sensibiliser. Donc, ils m'ont donné la parole. Et tout comme moi, ils ont donné la parole aux autres filles. Donc, la parole est libérée et les filles s'expriment par elles-mêmes. Les parents sont mieux informés et certaines communautés aussi prennent des engagements clairs pour l'abandon des mutilations génitales féminines. Parce qu'au-delà des MGF, je pense que le poème de Kadiot a aussi montré, on a signé un pacte de New Deal qui est l'engagement contre les violences basées sur le genre, les mariages d'enfants, les grossesses précoces, mais aussi le renforcement de la communication et le leadership des filles et des parents. Donc, ceci montre en tout cas des changements concrets que nous observons. Et de plus en plus, les filles sont protégées grâce à cette mobilisation collective. Elles savent où aller, qui confier, et puis comment sensibiliser. Et d'ailleurs, c'est elles-mêmes qui dénoncent de temps en temps. Donc, voilà ce qu'on a pu faire et tant d'autres changements, tant d'autres résultats qu'on a pu avoir depuis une dizaine d'années avec les autres générations. Rappelez que moi, je suis à la 5e génération, dès que 4 autres sont déjà passés. Et merci. Merci à vous. Oui, vous parlez, ça fait 5 générations. Par rapport aux partenaires, pendant ces 5 générations, qu'est-ce que vous avez observé? Quel rôle peut jouer le soutien de partenaires, par exemple, comme AMREF, dans la durabilité de vos actions? Alors, les partenaires comme AMREF jouent un rôle clé dans la durabilité de nos actions, je voudrais le dire, parce qu'à travers eux, ils nous ont apporté un accompagnement technique, des ressources et une vision à long terme, ce qui permet de renforcer les initiatives locales et de les inscrire dans un changement durable à travers les formations, les renforcements de capacités, la participation des activités ouvertes entre les acteurs stratégiques, les communautés. Donc, ceci montre un peu leur apport par rapport à la vision que nous avions déjà avant leur arrivée, mais aussi d'avoir une vision plus claire et à long terme par rapport à la lutte et aux activités que nous pouvons faire pour la lutte contre les mutilations génitales féminines. Merci beaucoup, Et Adama. bravo et rappelez bravo à Ernest parce que parfois on le fatigue, on dit on a telle activité donc c'était pas programmé, mais quand même il reste tout le temps flexible, pas très longtemps. Je pense que c'était au mois en fin d'année, on n'avait pas d'activité, on n'est pas tenu, on veut faire ça, ça et ça. Ils sont tout le temps flexibles à nous accompagner et à soutenir nos actions et même au-delà des mutilations génitales féminines. Et ça, je les remercie et que ça continue. Merci. Merci beaucoup, Adama, pour ce témoignage et qui nous amène du coup aussi au cœur de la discussion avec Ernest et Tidiane aussi. Et aussi à parler d'un aspect qui est essentiel quand on parle de MGF. Donc, c'est l'aspect de prise en charge des filles et des jeunes femmes victimes de mutilation génitale féminine. Je me tourne à présent vers toi, Tidiane. Donc, tu es programme officer chez AMREF Health Africa en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement à Sédhiou au Sénégal. Donc, c'est une région où AMREF mène un projet. C'est le projet Devenir qui est déjà à sa 2e phase et qui est soutenu par l'Agence française de développement. Quels sont les impacts des MGF sur la santé, que ce soit la santé sexuelle, reproductive et mentale, et donc des filles et des jeunes femmes à Sédhiou, et comment les structures de santé locales y font face aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci Nancy. Bonjour à tous. Merci de votre participation pour ce webinaire et heureux aussi de pouvoir partager sur certains éléments qui sont liés à notre activité quotidienne dans le cadre du projet Devenir et globalement dans notre stratégie de lutte et d'abandon des mutilations génitales féminines. Effectivement, comme l'a rappelé Ernest dans son préambule, et c'est effectivement les mutilations génitales féminines ont des conséquences et des impacts, disons, négatifs, avec majuscule, au niveau de la santé
des filles et des femmes, notamment sur le plan de la santé sexuelle et reproductive. Les impacts ou les conséquences qui sont relatifs au MGF dans la région sont plus liés aux aspects liés aux douleurs lors, disons, des accouchements, les douleurs aiguës, les infections et les hémorragies. Donc, ce sont des pratiques qui favorisent des hémorragies. Et quand il y a hémorragie et qu'il n'y a pas, disons, des poches de sang en réserve, ce sont des conséquences fâcheuses qui peuvent s'en suivre. Les complications obstétricales aussi, Ernest l'a rappelé, qui sont fréquentes dans le cadre des impacts qui sont liés aux mutilations génitales féminines dans la région de Sédhiou. Comme vous le savez, la région de Sédhiou aussi, c'est une région assez éloignée. Et donc, vu qu'elle est éloignée, il y a quand même un manque d'accessibilité de certains services, et ce qui entraîne des fois aussi des conséquences dans la prise en charge. Parce que, voilà, dans certaines zones inaccessibles, très loin, il n'y a pas la disponibilité de certains services, et notamment s'il y a la pratique des mutilations génitales féminines. Sur le plan de la santé sexuelle et reproductive, nous avons des conséquences qui sont liées à disons, des complications obstétricales lors des accouchements et qui favorisent aussi les césariennes. Nous avons beaucoup plus de césariennes dans la zone et qui est provoquée par, disons, les femmes qui ont été mutilées, qui ont été excisées, et de ce fait entraîne une fréquence plus ardue des césariennes. Nous avons aussi des troubles sexuels de conséquences et des impacts sur le plan de la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles globalement. Et il faut noter que ce sont des aspects qui sont récurrents et peuvent accentuer les risques d'infertilité chez les femmes. Les complications sont aggravées, comme je l'ai dit tantôt, par l'éloignement des structures spécialisées et souvent aussi les consultations tardives, comme étant donné que les mutilations sont entretenues par certaines normes, certains aspects culturels. Donc, des fois, par rapport aux conséquences qu'il y a, les femmes ou bien les filles n'ont pas accès à des prises en charge très rapides, et donc la consultation tardive peut entraîner des fois même des conséquences assez tristes. Sur le plan mental et psychosocial aussi, c'est la même situation dramatique en quelque sorte. Parce que quand on perd trop de sang, il y a ces situations de dépression, on est sous pression et effectivement, ça ne permet pas de garantir un état de santé psychologique assez stable. Et effectivement, les femmes qui sont atteintes ou bien qui ont subi cette pratique de mutilation génitale féminine ont des troubles psychologiques. Des fois, il y a des sautes d'humeur, ainsi de suite, et qui ne favorisent pas, disons, un bon épanouissement au niveau psychosocial. Dans ce qu'il s'agit des actions pour y faire face par les structures sanitaires de leur part ne peuvent faire que pour le moment que attendre, disons, l'orientation de la survivante ou bien de la victime pour donner une prise en charge. Heureusement, pour y faire face quand même, ils font des efforts en termes de prise en charge liés au niveau médical pour soigner tout ce qui est lié aux infections, tout ce qui est lié aux complications obstétricales. Mais néanmoins, ce qui est en manque, c'est plus sur l'aspect de la prise en charge psychosociale. Mais peut-être qu'on va y revenir après. Mais pour les cas de prise en charge médicale, les structures sanitaires font le maximum pour y faire face en offrant des services et faisant aussi des référencements au niveau des structures sanitaires de premier niveau, par exemple au niveau de l'hôpital régional, qui sert de relais, disons, de plateau technique plus évolué en termes de prise en charge. Merci Tidiane. Et justement, pour faire face à ces conséquences et en parlant de structures sanitaires, nous le savons, la formation initiale et continue des personnels de santé est clé. Donc, on aimerait savoir, dans votre expérience, quels sont les défis à dépasser pour améliorer justement la prise en charge, que ce soit en termes d'accueil ou en termes d'écoute des femmes ayant subi les MGF, et aussi sur le plan, enfin, que ce soit sur le plan médical ou psychologique ou encore social. Effectivement, Nancy, dans les situations de ce genre, la prise en charge, elle est, disons, au cœur, au centre. Effectivement, la prévention, elle est bien, mais dans notre cas de figure où nous avons beaucoup plus de cas, il faut aussi que nous soyons dans cette prise en charge-là. Et effectivement, cette prise en charge nécessite aussi une amélioration parce qu'il y a des questions sur lesquelles nous devons voir comment les améliorer.
pour pouvoir quand même fournir un service de qualité et pouvoir dépasser cette étape de complications et de prise en charge qui sont souvent entre guillemets. Alors, pour renforcer ce niveau de prise en charge au niveau des structures, ce qu'il y a à faire tout d'abord, parce que aussi le souci majeur ou bien la première problématique, c'est que aussi on parle de MGF, on parle de MGF, mais même au niveau de la formation initiale, par exemple, on n'a pas cette intégration, disons, de cette thématique en termes même de thématiques particulières. Effectivement, c'est dans les VBG, mais au niveau des structures sanitaires, est-ce que nous ne pouvons pas voir dans les formations comment accéder, disons, cette thématique pour que la prise en charge puisse avoir un niveau de qualité plus supérieur. Disons que il faudra renforcer les formations ou bien la formation et l'intégration même des MGF dans les formations initiales. Cela permet déjà aux prestataires, dès sa formation, dans sa formation, d'avoir, de connaître les typologies, de connaître les complications, de pouvoir faire les référencements, ainsi de suite. Cela renforce quand même la qualité du personnel dès le départ. Et même si le personnel est affecté dans des zones éloignées, disons qu'il pourra fournir un service de qualité. Au-delà de ça aussi, il y a ce qu'on appelle aussi tout ce qui est lié à l'écoute, à l'accueil. Effectivement, ce sont des éléments qui ne sont pas aussi très pris en charge dans les stratégies de formation. Et ce sont des axes, disons, des curricula qu'il faut développer pour les intégrer dans la formation. Effectivement, il y a des formations continues qui sont réalisées, par exemple par nous qui faisons des formations sur, disons, la prise en charge, l'écoute, l'accueil, ainsi de suite au niveau des prestataires. Mais ce qui permettrait quand même d'avoir un tissu holistique, un tissu de prise en charge assez large, c'est que ça soit des éléments intégrés au niveau du curricula de formation initiale. Il est important aussi de porter notre attention sur le poids des normes sociales. On parle tout le temps de sensibilisation, de changement de comportement, ainsi de suite. Mais peut-être que dans notre stratégie aussi, il faut qu'on essaye de voir comment modifier, renforcer, améliorer les contenus et les méthodologies. Peut-être que dans notre méthodologie, nous devons aussi voir comment intégrer des normes changeantes qui vont permettre aux communautés d'être plus ouvertes à ce changement et à ce changement de paradigme de manière globale. Donc, nous serons plus sur sur comment les normes sociales et croyances vont être changées et aussi les efforts en termes de sensibilisation, comme je l'ai dit. Il faut améliorer le ciblage, les contenus, les méthodologies pour mieux intégrer les normes changeantes au sein des communautés. Il y a également la charge de travail. Comme je l'ai dit, au-delà même de l'amélioration du défi majeur de l'intégration de certaines thématiques particulières dans la formation initiale, au niveau des structures sanitaires aussi, le personnel est, disons, acculé. Par exemple, tout à l'heure, j'étais en communication avec le Dr Sow de l'EPS, qui est le chef du service de gynécologie, qui devait même participer à ce webinaire. Il me disait que ça fait 1 mois qu'il est à l'hôpital. Il n'a même pas le temps de pouvoir faire autre chose. Pour vous dire comment la charge de travail peut être aussi, peut avoir un impact négatif dans la prise en charge. Donc, renforcer le personnel, je ne sais pas dans quelle stratégie nous pouvons nous atteler pour voir comment renforcer le personnel, de qualité surtout, pour pouvoir quand même fournir une prise en charge de qualité. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le docteur me disait que ça fait 1 mois qu'il était au niveau de l'hôpital, il n'a pas eu un jour de repos et c'était très, très, très difficile. Et pour vous dire, c'est le seul, disons, chirurgien, gynécologue chirurgien au niveau de la région. Et ce qui complique davantage la prise en charge, l'amélioration de la qualité de la prise en charge, même si nous faisons des efforts en termes de renforcement des compétences au niveau des prestataires, au niveau des sages-femmes et des infirmiers, ainsi de suite. Merci. Et aussi il y a le volet de sensibilisation et de prévention. Donc, ma question porte sur, au niveau des structures de santé actuelles, quelles actions sont mises en place actuellement avec les sages-femmes ou les relais communautaires pour détecter ou signaler des cas, sensibiliser aux droits en matière de santé et faire de la prévention auprès des adolescents et des adolescentes et aussi auprès des femmes. Quelles actions sont mises en place actuellement à ce niveau-là? Oui, disons que, heureusement, je dirais,
que la problématique des MGF est considérée comme une question de santé publique. Et nécessairement, dans la prise en charge, dans les stratégies aussi, il y a des réflexions, même si ce sont des fois les moyens, soit financiers, soit en termes de ressources humaines, qui font défaut. Alors, dans cette stratégie de prise en charge de ces questions de sensibilisation, les sages-femmes, les relais communautaires, les acteurs clés au niveau des districts et au niveau de la direction régionale de la santé savent quelle est l'importance des sensibilisations. Et de ce fait, les sensibilisations se font au niveau des districts et qui sont menées par ce qu'on appelle les coordinatrices SR. Au niveau de chaque district, par exemple, et aussi au niveau de la région, vous avez ce qu'on appelle les coordinatrices SR, qui sont des personnes de qualité expérimentées et qui organisent toutes ces activités qui sont liées aux sensibilisations auprès des survivantes, ou bien des survivantes qui ne sont même pas encore identifiées, mais à travers des relais communautaires qui les appuient dans ce sens-là. Alors, les structures de santé se déploient, comme je l'ai dit, avec énergie sur ce plan. Des outils sont mis en place pour l'identification des cas. Des détections aussi se font pour la plupart lors des consultations prénatales, parce que d'habitude, l'identification même des MGF arrive de manière tardive. C'est lors des consultations prénatales, les CPN, que d'habitude, on constate que la femme a été excisée. Donc, c'est pourquoi il faut, comme je l'ai dit en amont, travailler sur les normes changeantes au niveau des communautés, nos stratégies, nos contenus, nos méthodologies dans ce sens-là. Alors, ces consultations permettent d'identifier les complications médicales ou psychologiques et des référencements sont effectués à la suite vers les services appropriés qui sont disponibles. Quand je dis qu'ils sont disponibles, pas tout le temps, nous avons par exemple d'un village ou bien d'une commune, un service approprié qui est là-bas et donc il faut faire le référencement vers d'autres axes, vers d'autres zones pour la prise en charge. Dans le sens large de la sensibilisation, les sages-femmes et les relais communautaires tiennent dans les postes et les districts, disons de manière globale, des sensibilisations sur la SRMANIA. La SRMANIA, c'est la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents, adolescentes. Ce qui veut dire que ça ne se limite pas seulement au niveau de la thématique MGF, mais la sensibilisation elle est globale. Ce sont des axes, des priorités, des points focaux, disons des points clés dans la stratégie de sensibilisation de manière globale dans la santé publique. Les thématiques qui sont identifiées aussi pour chaque séance, et cela renforce la communication sur ces différents aspects, notamment les MGF. Les sessions se déroulent également au niveau communautaire avec une participation de tous les acteurs. Ça, c'est pour renforcer les aspects de renforcement du changement de comportement au niveau communautaire, mais qui sont pilotés par les coordinatrices SR, qui passent, disons, par les sages-femmes ou bien les infirmiers de poste, qui passent aussi par les relais communautaires et qui permettent de dissimuler ou bien de partager la communication au niveau communautaire. Donc, les prestataires de santé et les relais communautaires sont conscients que la plupart des difficultés obstétricales sont dues, disons, aux conséquences ou bien aux séquelles des MGF. Toutes les difficultés qu'il y a au niveau de l'accouchement, au niveau des problèmes obstétricaux, ce sont des éléments qui sont liés particulièrement et de manière accentuée aux conséquences des mutilations génitales féminines, d'où, disons, l'apport ou bien les efforts qui sont fournis en termes de sensibilisation par les acteurs de la santé, notamment les sages-femmes, les SR, ainsi de suite, mais aussi par les relais communautaires qui se conscientisent davantage des conséquences qu'il y a par rapport à cette pratique-là. Merci Tidiane. Donc, on l'a compris, la question vraiment de la prise en charge nécessite de trouver des nouvelles approches au niveau de la prise en charge des patientes et des survivantes pour améliorer le continuum de soins. Et vous avez parlé, Tidiane et Ernest, de MGF transfrontalière dans vos interventions. Et je me tourne vers toi, Ernest, parce que Amref développe également des approches innovantes en termes d'action transfrontalière, des protocoles de référencement et pour l'autonomisation des femmes. Peux-tu nous expliquer les défis spécifiques des actions de coopération dans les zones frontalières et les stratégies qui, selon toi, ont le plus contribué à accélérer l'abandon de la pratique? Merci, Nancy. Et effectivement, pour ceux qui connaissent un peu le contexte transfrontalier en Afrique de l'Ouest et particulièrement entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, les frontières sont souvent des frontières administratives et politiques
Mais pour les populations, c'est souvent un continuum territorial. Donc, c'est un espace territorial, culturel, social, homogène. Donc, où les populations sont dans les mêmes communautés de part et d'autre de la frontière. Ce qui fait que juste miser la sensibilisation au niveau du territoire sénégalais reste problématique parce que quand nous renforçons la législation, la sensibilisation au niveau du Sénégal, il peut y avoir un appel d'air dans les autres localités où la sensibilisation n'est pas très poussée, notamment dans les autres pays. C'est pourquoi nous avons beaucoup insisté dans le plaidoyer pour impliquer les autorités afin que, avec la coalition régionale pour l'élimination des MDF à Kolda et à Sédhiou, pour impliquer les autorités politiques des différents pays pour qu'ils puissent avoir un cadre harmonisé où ils peuvent communiquer, collaborer. Il faut dire que autant nous avons des stratégies de communication, de sensibilisation, ceux qui perpétuent les MDF aussi développent des stratégies. Donc, il s'agit des marchés hebdomadaires qui sont partagés par les pays où certaines populations, en tout cas les pratiquants, profitent de ces marchés qui regroupent des milliers de personnes pour pratiquer l'excision. Il y a l'excision qui se fait au niveau du berceau pour éviter d'être appréhendé au niveau des structures de santé ou bien vu par les autorités. Et j'aime bien partager cette anecdote partagée par le responsable de la police des frontières qui nous disait que c'est difficile de miser uniquement sur les questions de sécurité parce que même eux, en tant que responsables de la sécurité, c'est très difficile pour eux de maîtriser les frontières quand dans une maison, la chambre est au Sénégal et la cuisine est en Guinée-Bissau, c'est très difficile de dire qu'on va juste contrôler les frontières. Du coup, il faudrait impliquer les autorités, que ce soit traditionnelles, administratives, de l'ensemble de ces pays-là pour qu'ils soient impliqués et mettre en place des structures harmonisées, des stratégies harmonisées de communication avec les populations, mais aussi de collaboration entre les différents mécanismes qui existent dans les pays. Le Sénégal a ses propres mécanismes de protection et de référencement, la Guinée-Bissau de même et la Gambie. Donc, il faudrait que ces acteurs-là puissent avoir un mécanisme qui puisse les relier. C'est ce que Amref a fait en faisant le plaidoyer entre la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal, qui a abouti il y a quelques mois à la mise en place d'un protocole pour mettre en place un mécanisme transfrontalier pour l'élimination des MDF dans les trois régions de Bafata en Guinée-Bissau, Kolda au Sénégal et Djandjambouri en Gambie. Il s'agissait dans ce protocole pour les trois gouverneurs de s'engager à mettre en place un mécanisme transfrontalier qui puisse les aider à avoir une vue au-delà de leurs frontières. Et ceci est d'autant plus important que maintenant, ça va permettre au pays de pouvoir suivre les cas de MDF au-delà, arriver à la frontière, de pouvoir que le relais puisse être pris en charge par l'autre pays, le mécanisme de l'autre pays. Et ceci est très important dans la mise en œuvre pour l'élimination, en tout cas dans la mise en œuvre d'intervention pour l'élimination des MDF. Maintenant, c'est une chose d'avoir un cadre politique. Maintenant, il faudrait l'opérationnalisation de ce cadre parce que s'il y a ce cadre-là, mais que nous n'appuyons pas l'administration, nous n'appuyons pas les autorités administratives et coutumières au niveau des frontières pour opérationnaliser ce mécanisme, ce sera juste un vœu pieux et c'est le projet, en tout cas l'ambition de Amref de continuer à appuyer ce mécanisme transfrontalier afin de pouvoir mettre l'ensemble des acteurs dans un cadre unifié pour pouvoir répondre efficacement à l'élimination des MDF au Sénégal, mais aussi dans les pays environnants. Merci. Merci Ernest. Justement, Tidiane, si on peut rebondir sur ce que dit Ernest sur les protocoles de référencement, peux-tu expliquer concrètement comment ces protocoles de référencement sont mis en œuvre sur le terrain au Sénégal, quels sont les obstacles rencontrés dans leur application et est-ce qu'il y a des améliorations concrètes observées
pour la qualité des soins et le suivi des victimes. Dans la qualité des soins et le suivi des victimes, pardon. Oui, merci Nancy pour la question. Effectivement, en matière de protocole de référencement, en bref, œuvre, disons, pour une synergie des acteurs, particulièrement au niveau de Sédhiou dans le cadre du projet Devenir. Nous avons travaillé à mettre en place quand même un protocole, un schéma de référencement qui, dès le départ, a été coordonné par la gouvernance, c'est-à-dire les hautes autorités de la région, en y intégrant la Direction régionale de la santé et la Direction régionale de l'action sociale. Alors, ce que nous avons établi, c'est un schéma de référencement qui permet à tous les acteurs, notamment les communautés, les bénéficiaires, de pouvoir s'orienter en termes d'identification, de détection, d'orientation des cas. Alors, nous avons tout d'abord fait une cartographie des acteurs. La cartographie des acteurs permet quand même d'identifier l'ensemble des offres de services. L'ensemble des offres de services, que ce soit les services au niveau formel ou bien les services au niveau informel ou bien communautaire. Et cette cartographie permet d'identifier qui contacter pour chaque type de service par rapport à l'ensemble des structures. Alors, après l'établissement de cette cartographie permettant une meilleure accessibilité des structures formelles, mais aussi une meilleure connaissance pour le niveau communautaire, nous avons mis le focus sur comment nous devons faire, disons, avoir un continuum de services en lien avec la prise en charge des cas. Donc, à cet effet, le schéma mis en place à différents points d'entrée, parce qu'il faut quand même commencer quelque part dans la prise en charge. Pour ne pas être disons, dans l'équation de qui va faire quoi, on a stabilisé, par exemple, les offres de services pour chaque entité ou bien pour chaque structure. Et en ce sens, dès que la victime ou bien la survivante vient au niveau de cette structure, par rapport aux besoins que cette structure fournit, la structure sait déjà vers quelle structure elle doit référer la victime ou bien la survivante. Et comme ça que ça fonctionne. Donc, nous ne sommes pas seulement limités aux acteurs, disons, sociaux, que ce soit la santé ou bien les acteurs de la protection sociale. Nous sommes allés au-delà. Nous avons intégré la police, la gendarmerie, les OSC, les niveaux communautaires, les organisations qui ont des structures d'écoute, ainsi de suite. Disons que toutes ces structures ont été mises en lien pour pouvoir avoir un système holistique, un système intégré. Et que c'est comme ça que nous pouvons arriver à avoir un schéma. Parce que sans un consensus, une compréhension du rôle de chaque structure, nous ne pouvons pas avoir de schéma parce qu'après, nous allons être dans une cacophonie. Alors, c'est comme ça que nous avons établi la structure de prise en charge. Et selon les besoins identifiés après la première écoute ou bien l'orientation, une orientation est faite ou le référencement est effectué vers une autre entité qui peut fournir le service approprié aux victimes. Donc, ce système permet d'avoir un système intégral et chaque acteur engagé dans la lutte pour l'abandon connaît son rôle et ses tâches. Alors, il faut noter que c'est un circuit, un protocole nouveau. Habituellement, c'était un peu disparate et la prise en charge, c'était tu peux aller voir telle structure, tu peux aller voir telle structure. Nous avons fait en sorte que toutes les structures sachent qui fournit quoi, qui fait quoi. Et donc, avec l'information qui est passée au niveau communautaire et au-delà de ça même, un schéma, j'aurais pu quand même vous montrer même le schéma, un schéma qui est validé et qui est connu par toutes les structures. Cela permet de faciliter la prise en charge, c'est-à-dire dès l'écoute, l'orientation vers le service approprié, l'offre de services appropriée et le suivi qui est attendu après la phase de prise en charge. Donc, nous essayons quand même d'opérer de cette manière-là. Donc, les acteurs sont impliqués. Pour les contraintes, pour le moment, les acteurs sont impliqués. Et voilà, nous verrons maintenant d'ici la suite qu'est-ce que ça va nous donner en termes de stratégie ou bien en termes de réponses que nous verrons. Et à partir de là, nous essayerons d'améliorer parce que je sais qu'il faut toujours améliorer les schémas, les protocoles pour d'abord une meilleure compréhension,
d'abord faciliter l'utilisation pour les bénéficiaires et dans ce sens-là que nous voyons les choses en termes de perspective. Au-delà de ça, du niveau pratique et opérationnel, cette stratégie renforce la qualité des soins et des services aux victimes qui savent vers qui, comme je l'ai dit, vers qui se diriger en termes de prise en charge. Et par le biais aussi de ce schéma de référencement, il faut noter que nous avons déjà eu à identifier au moins plus d'une centaine de cas qui nécessitent des prises en charge. Notre stratégie continue dans ce sens-là. Les acteurs concernés les ont identifiés. On les a référés vers les structures adéquates. Et au-delà du référencement au niveau de structures adéquates, nous assurons la prise en charge effective en termes de frais médicaux. Et après aussi, en termes de suivi, nous faisons la même chose. Donc, tout le système est impliqué, que ce soit les acteurs de la santé, que ce soit les acteurs de la protection sociale, mais surtout les acteurs au niveau communautaire qui ont un rôle clé dans l'orientation des victimes. Et donc, pour dire que nous essayons quand même de mettre en place, ou bien nous avons mis en place un protocole holistique qui renforce la cohésion, l'intersection au niveau de la prise en charge, au niveau de la connexion des services, mais surtout pour une meilleure qualité de prise en charge. Merci Sylviane. On a du coup parlé du volet prise en charge des victimes et l'accompagnement des survivantes. Il y a aussi un volet accompagnement des anciennes exileuses. Et dans le cadre du programme Devenir que vous avez cité, au Sénégal, vous accompagnez justement les anciennes exileuses vers une reconversion en sensibilisatrice et relais communautaire pour lutter contre les MGF. Peux-tu nous expliquer un peu plus comment ces actions d'autonomisation fonctionnent concrètement sur le terrain, les défis rencontrés pour impliquer les anciennes exileuses durablement et les impacts observés sur l'abandon de la pratique? Alors, les exciseuses font partie, disons, de nos principales cibles. Quand on parle d'excision, effectivement, voilà, les exciseuses sont assez présentes et nécessitent quand même des stratégies de sensibilisation, d'intégration et de reconversion. Et dans ce sens, oui, certains évoquent la partie économique comme raison principale des MGF. Cela peut être une raison, mais nous, en tant qu'AMREF, nous ne devons pas aller dans ce sens-là. Nous allons plus loin, parce que si nous nous limitons seulement à l'aspect de il faut accompagner les exciseuses pour qu'elles abandonnent, c'est comme si, à la limite, nous étions en train de cautionner cette pratique. Or, la pratique, il faut que, dès le départ, que tous les acteurs, toutes les cibles sachent que ce n'est pas une bonne pratique, les conséquences sont fâcheuses, et voilà, on ne peut pas cautionner quelque chose qui n'est pas positif. Et dans ce sens-là, nous, notre stratégie d'accompagnement, ce n'est pas, comme je l'ai dit, lié à l'aspect économique, c'est plus lié à un volet plus large. Ce que nous voulons, c'est percer les aspects de l'autonomisation et de l'entrepreneuriat. Parce qu'on se dit que pour faire évoluer, pour changer les mentalités, pour pouvoir impacter durablement, parce que aussi c'est ça, c'est là le risque. Si nous nous limitons seulement à l'aspect économique, à l'accompagnement économique, il y a une question de durabilité derrière qui va nous suivre. Et comment faire pour assurer cette durabilité? C'est d'abord d'enlever au niveau de la conscience des personnes. On vous accompagne parce que vous avez cessé de faire cette pratique, mais qu'on vous accompagne pour renforcer l'autonomisation et l'entrepreneuriat auprès des filles et des femmes. Et en ce sens, effectivement, les exciseuses sont nos partenaires en quelque sorte. Ce sont elles qui faisaient la pratique, ce sont elles qui peuvent nous aider à renforcer la sensibilisation au niveau communautaire. Parce qu'elles savent ce qu'elles ont vu, elles savent ce que ça a entraîné, et effectivement, en les prenant comme des actrices clés dans la sensibilisation, les communautés seront plus aptes à changer de comportement par rapport aux mutilations génitales féminines. Et notre stratégie d'accompagnement de ces femmes s'opère sur différents niveaux. Il y a d'abord une stratégie de formation en termes de connaissances, parce que aussi il faut qu'on leur explique, même si elles savent déjà, il faut qu'on leur explique un peu qu'est-ce qui est lié aux mutilations génitales féminines, aux conséquences, au cadre juridique, ainsi de suite. Donc, en amont, nous avons fait toute cette partie qui est liée au renforcement des connaissances qui sont liées aux mutilations génitales féminines et au cadre juridique. Maintenant, nous sommes arrivés maintenant au cadre d'identification, par exemple, de l'activité qu'elles veulent faire. Nous sommes dans une zone
disons, semi-rurales ou rurales. Donc, la majeure partie des activités qui sont les plus présentes, c'est l'agriculture, le maraîchage, ainsi de suite. Et donc, nous avons opté pour le renforcement en termes de maraîchage, d'autant plus que nous avons des structures ou bien une structure étatique qui œuvre dans ce sens-là et qui nous permet d'avoir les services techniques et les services compétents pour les accompagner. Donc, nous avons opté pour le renforcement de ces femmes-là. Et on ne se limite pas seulement au niveau de ces femmes, parce que le but ne se limite pas seulement au niveau des 50 que nous avons identifiés. Les 50 que nous avons identifiés, ce ne sont que, disons, les relais. Parce que le but, c'est de permettre à ces femmes d'intégrer d'autres femmes qui vont intégrer d'autres femmes. Et même notre synergie, ou bien notre stratégie, ce n'est pas au fait de faire disons, des micro-projets. C'est plus aller dans le sens de mettre en place des structures durables avec des regroupements de femmes qui vont permettre de valoriser leurs efforts et de valoriser leur production. Et dans ce sens, nous les avons formés sur le maraîchage et l'horticulture, qui sont des activités très importantes dans la zone. Et notre stratégie va continuer en identifiant, en les mettant d'abord en GIE au niveau des départements ou bien des districts, avec une supervision au niveau des autorités administratives, que ce soit la préfecture ou bien les communes, mais aussi un suivi des ESC, parce que nous ne voulons pas que ça soit seulement une activité mise en œuvre, pilotée par seulement les ex-exciseurs, mais nous voulons que ça soit une activité vraiment inclusive qui intègre la dimension de préparation, la dimension d'opérationnalisation, la dimension de suivi et la dimension de durabilité. Alors, nous sommes dans cette stratégie. Nous avons identifié les 50, nous avons accompagné en termes de formation et nous sommes en train maintenant de collecter pour voir comment, disons, trouver les outils de production. Et en ce sens-là, c'est un peu là que nous avons un peu des difficultés parce qu'effectivement, nous avons des ressources, mais qui nécessitent quand même des ressources supplémentaires ou bien des fonds additionnels pour pouvoir compléter cette stratégie qui, pour moi, dans le long terme, aura un impact positif dans la conscientisation sur l'importance de l'autonomisation des femmes, mais surtout sur le dépassement de ces pratiques, sur le dépassement des pratiques qui sont liées aux mutilations génitales féminines. Et juste pour terminer, l'aspect économique demeure un élément fort pour arriver à l'éradication de cette pratique, comme je l'ai dit. Puisque, pas parce que c'est la raison de la pratique chez les ex-exciseuses, mais surtout, c'est que cette autonomisation favorise une meilleure ouverture, une conscientisation plus accrue et une prise en compte plus avancée des besoins réels des filles et des femmes. Alors, pour revenir, parce que je voulais terminer par ça, sur nos difficultés, en espérant que nos difficultés trouveront écho auprès des acteurs que vous êtes. En termes d'accompagnement, nous avons déjà trouvé certains intrants qui sont liés aux terres, à certains éléments, disons, logistiques, mais il faut toujours, il nous manque encore des éléments d'accompagnement afin de renforcer cet accompagnement qui est important. Il ne faut pas négliger cet accompagnement économique dans notre stratégie de lutte contre les mutilations génitales féminines. Mettons-nous à l'idée que notre but principal, ce n'est pas de reconvertir parce que vous faisiez les mutilations génitales féminines, maintenant on vous donne une activité économique, mais c'est plus lié à l'aspect de durabilité, d'autonomisation et une compréhension globale, disons, de l'intérêt qu'il y a à aller vers l'autonomisation, à une prise en charge, disons, réelle des besoins des filles et des femmes. Et c'est comme ça que nous pouvons parvenir à, disons, changer les mentalités, parce que aussi, ça a un lien avec les aspects, disons, communautaires. On dit souvent quelles sont les alternatives que nous pouvons mettre en place pour changer cette pratique de mutilation génitale féminine, qui, dit-on, entretient des valeurs d'honneur, de respect, ainsi de suite. À travers cette stratégie d'autonomisation, on peut déjà se projeter sur comment nous pouvons faire pour que dans ces groupements de femmes, dans ces entreprises communautaires qui favorisent une prise en charge de soi et de ses besoins, comment la transmission de ces valeurs peut se faire et non pas lors des activités de mutilation génitale féminine. Merci. Merci beaucoup, Tidiane. Très bonne transition sur les changements le changement de mentalité. Un des leviers essentiels, vous avez parlé de beaucoup de leviers, beaucoup d'approches innovantes et d'actions vraiment essentielles dans l'éradication de cette pratique. Un des leviers qui est très essentiel et dont Adama a parlé aussi au début de notre webinaire, c'est la mobilisation des jeunes.
Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Babacar Sy avec nous. Babacar, vous êtes le coordinateur du centre de conseil pour adolescents et jeunes de Kolda. Et vous êtes également à l'origine du Pacte du Nouveau Deal, une initiative novatrice menée en partenariat avec le Club des jeunes femmes leaders visant à promouvoir une rupture intergénérationnelle avec les pratiques de l'excision et autres pratiques traditionnelles néfastes. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les approches ou activités qui, selon vous, ont le plus transformé les attitudes des jeunes et les communautés sur les questions de mutilation génitale féminine? Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples? Merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup aussi de nous avoir invités à ce webinaire pour qu'on puisse partager un peu l'expérience qu'on a eue avec Amref, qui nous a valu beaucoup de résultats au niveau de notre région et qui a fait aujourd'hui les émules au niveau d'autres régions, parce que Amref est venu apporter une nouvelle dynamique conciliant la communication sur la sensibilisation et la recherche en même temps, ce qui permet d'avoir des évidences et de pouvoir les utiliser et de définir une meilleure stratégie. Nous travaillons plus sur un changement intergénérationnel parce que la pratique de mutilation génitale féminine est une norme sociale et on ne doit pas l'oublier. Une norme, elle est érigée dans une communauté et se transmet de génération en génération suivant des codes. Et ce qu'on a constaté, c'est que pour arrêter la pratique de mutilation génitale féminine, il faut beaucoup communiquer. Il faut beaucoup communiquer avec les jeunes qui vont grandir demain. Il faut beaucoup plus communiquer avec les jeunes qui vont transmettre l'information demain. Il faut beaucoup communiquer avec les jeunes demain qui seront des mamans et des papas. Et on a opté pour faire des activités qui touchent un peu la communication interpersonnelle, mais aussi des activités qui touchent un peu la communication ciblée. C'est quoi? C'est des activités de communication intergenre, où c'est les filles uniquement qui sont regroupées pour avoir des informations sur ce qu'ils comprennent de les mutilations génitales féminines. Et malheureusement, la majeure partie des filles, lors des premières rencontres d'activité, elles vous disent que c'est une tradition uniquement, point. Il n'y a pas autre chose. Donc, assez d'informations, elles n'en reçoivent pas. Mais elles sont obligées de continuer la tradition parce que simplement, c'est un dogme qui a été érigé, on les a forgés sur cela, et on leur a dit que si vous n'appliquez pas cette tradition-là, vous risquez d'être des parias de votre communauté, vous risquez d'être rejetés. Donc, elles sont obligées d'appliquer. Connaissant ou ne connaissant pas, ayant des informations ou pas, elles vous disent que c'est une tradition. La deuxième chose, au niveau des garçons aussi, on a eu des activités, et c'était un peu difficile, regrouper les garçons, discuter avec eux, regrouper les garçons et les filles, discuter avec eux dans nos communautés ou des fois, dans les communautés où on pratique l'excision, les garçons et les filles ne se regroupent pas. Il y a des places qui sont réservées aux garçons et d'autres places qui sont réservées aux filles. Mais on est arrivé avec ce programme à pouvoir faire en sorte d'avoir des activités qui regroupent et les garçons et les filles et des activités qui ont regroupé les garçons, les filles, les adultes, ce qu'on appelle les dialogues intergénérationnels. Et c'est ce qu'on faisait par cohorte et par cascade. C'est des activités qui regroupaient les filles, d'autres activités qui regroupaient les mères et les filles pour avoir le maximum d'informations. Et lorsqu'on organisait le dialogue intergénérationnel, ça permettait de pouvoir avoir dans chaque niveau quelles sont les informations que nous allons partager avec cette communauté. Et ça, c'est ce qui nous a valu des résultats au niveau de Sali Kenyé. La première activité qu'on a eu à faire avec les garçons, c'était très difficile parce que les garçons ne participaient pas aux activités. C'était une couche qui était trop réfractaire à des activités de communication et à l'application et à l'éradication des normes sociales. Mais avec le programme Amref, on est arrivé à les intégrer. Et beaucoup de ces garçons, lors du premier test, vous disaient que moi, je n'épouserai pas une fille qui n'est pas excisée. Mais au fur et à mesure qu'on a eu à faire des activités avec ces garçons, on a vu que les informations qu'ils ont reçues, les fausses informations qu'ils avaient reçues, ou bien des fois des informations qui étaient calibrées qu'ils ont reçues de leurs parents, où il y a eu une déconstruction de ces informations et ça a permis que ce groupe-là, à la fin, lorsqu'on a fini de faire le travail avec eux, ce groupe-là a opté de devenir des agents de changement. Ils ont même voulu créer un club et ils sont arrivés à créer un club de garçons et aujourd'hui sont devenus des agents de changement. Donc, c'est la première réussite qu'on a eu à faire. La deuxième, c'est des activités que nous faisions avec les ex-exciseuses. Nous ne prenons pas les ex-exciseuses comme un travail.
l'ex-exciseuse, c'est une gardienne de la tradition dans la communauté. Qu'elle excise ou qu'elle n'excise pas, elle est appelée à intervenir dans la communauté. Elle donne des informations, elle soigne, elle est respectée et des décisions aussi que lorsqu'on doit les prendre dans la communauté, on les appelle. On a dit avec le programme AMREF, il faudrait qu'on permette à ces ex-exciseuses-là de se regrouper en association. Au lieu qu'on les appelle uniquement pour donner leur avis, ou bien qu'on les ferme uniquement pour pouvoir au moins bénéficier d'activités génératrices, on a dit qu'il faudrait qu'on fasse de ces ex-exciseurs des agents de changement, qu'ils bénéficient de fonds qui vont leur permettre, après leur formation, de pouvoir aller faire des activités comme les autres organisations communautaires de base, de pouvoir aller rencontrer les autorités comme les autres organisations communautaires de base, de pouvoir défendre leurs idées avec les populations, parce qu'en venant en tant qu'exciseuse, il y a des questions que les populations vont vous poser et tu es la seule personne à pouvoir répondre à ces questions-là. C'est pourquoi on a permis à ces ex-exciseuses de se constituer, d'avoir des récépissés et de bénéficier de grants de la part de AMREF et de pouvoir aujourd'hui faire des activités. Et ce qui nous a permis de pouvoir au moins permettre à 15 ex-fistuleuses d'être opérées au niveau de l'hôpital régional de Kolda grâce à ce travail, comme Tidjane le disait toujours, de référencement, grâce à ce travail d'écoute, grâce à ce travail de synergie qui a permis que ces personnes-là puissent être identifiées et référées. Maintenant, quand tu n'es pas exciseuse des fois et que tu n'es pas personnel de santé, tu ne peux pas le faire. Mais avec ces personnes, elles peuvent savoir parce que des gens vont venir se confier à elles et leur dire que ah, j'ai telle maladie, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Parce qu'en dehors de ça, elle est guérisseuse traditionnelle. Donc, ce sont ces activités. Maintenant, on a dit qu'il faudrait aussi qu'on fasse des activités qui touchent les jeunes. On a organisé des bootcamps qui regroupent des jeunes issus de beaucoup de localités et on construit avec ces jeunes-là des messages qui vont leur permettre de pouvoir les utiliser au niveau des réseaux sociaux, de les partager avec d'autres jeunes et de permettre à ces jeunes-là d'avoir ces informations. Et la dernière activité, c'était aller dans les établissements scolaires, ce qu'on appelait les school tours, parce que la majeure partie des jeunes ne viennent pas au niveau des structures de santé, ne viennent pas au niveau aussi des structures de jeunes. Il faudrait les trouver sur place. Et on a organisé des school tours en intégrant d'autres services. C'est-à-dire qu'en intégrant les services de prise en charge des questions de violence, l'AMO, en intégrant l'inspection médicale des écoles, en intégrant d'autres services qui touchent les questions liées à la protection, pour parler des questions de mariage d'enfants, mais aussi quand les jeunes ont eu information de tel cas, ça va se faire, ou bien telle personne doit faire exciser son enfant, que cette personne-là puisse tout de suite référer et informer la personne, signaler aux services compétents pour qu'on puisse prendre ça en charge. Et ça nous a permis de régler beaucoup de problèmes parce que les jeunes sont devenus plus alertes et il y a eu beaucoup de cas de référencement et les jeunes aujourd'hui sont plus impliqués. Maintenant, l'approche qu'on utilise, c'est l'approche ne pas nuire. Faire en sorte de pouvoir écouter tout le monde, faire en sorte de ne juger personne, mais faire en sorte aussi que tout ce que nous faisons, que l'implication des autres puisse en exister. Aujourd'hui, on a des déclarations dans notre zone et c'était très difficile au niveau de la frontière. On a une implication des collectivités et on a aussi un réseau de championnes qui fait un excellent travail et aujourd'hui sont reconnus même au niveau national. Parce qu'aujourd'hui, une de nos championnes qui a fait le slam, aujourd'hui, elle est ambassadrice, non pas d'AMREF, mais elle est ambassadrice de la CEDEAO pour la lutte contre les violences. Merci beaucoup, Babacar. Je vois que le temps file, il est déjà 13h16. Une dernière question, peut-être si vous pouvez répondre de manière concise, mais qui est très importante. Mais merci beaucoup. Une question sur les conditions. Quelles conditions aujourd'hui sont indispensables pour que les jeunes eux-mêmes deviennent des leaders de changement dans leur communauté et donc participer au changement durable, selon vous? Si on doit La première condition, c'est que le programme ne s'arrête pas. Ça, c'est la première condition. Il faut qu'il y ait une continuité de ce qu'on a déjà démarré. Parce que quand un programme démarre et qu'il y a des résultats, il faut renforcer le leadership de ces jeunes-là, permettre à ces jeunes-là de devenir des leaders. Parce qu'on a déjà démarré. On n'a jamais pensé avoir quelqu'un qui se trouve à Salikenyé qui fasse des lives TikTok pour que des jeunes puissent la suivre. On n'a jamais pensé qu'au niveau de la frontière, on peut avoir une radio qui est animée, des émissions qui sont animées par les jeunes. On n'a jamais pensé avoir un club de garçons jusqu'à permettre à d'autres localités d'avoir des clubs de garçons. On ne l'a jamais pensé. Mais c'est un travail qui doit continuer parce que la demande est assez forte.
On ne l'a fait que dans des localités. Il y a d'autres qui demandent, des régions aujourd'hui. On a des communes qui demandent à ce qu'on puisse installer des clubs de jeunes filles et des clubs de garçons. Il y a des jeunes qui viennent nous voir pour nous dire ce que vous avez fait à Salikenyé, à Pata, à Médina Yoro Fula, à Vélingara. Nous aussi, en tant que maire, je voudrais que ma commune puisse en bénéficier. Mais s'il n'y a pas l'accompagnement d'Amref, ça va poser problème. Donc, la première condition pour qu'on puisse renforcer ce leadership-là des jeunes et leur présence dans les instances de prise de décision, c'est la continuité du programme. La deuxième chose, c'est de renforcer la formation parce qu'on forme les générations. On ne forme pas un groupe d'hommes, ni un groupe de femmes, ni un groupe de femmes. Ce sont des générations qui grandissent. Quand vous formez quelqu'un pendant 2 ans, il est installé dans un dispositif, il s'en va. Donc, il y a d'autres qui viennent. Donc, pour qu'il y ait un changement intergénérationnel de la pratique, il faut que les générations qui grandissent, qu'on puisse les former au même titre qu'elles reçoivent des informations de leurs parents ou de leur communauté. Si on déconstruit les idées reçues, ça permet de pouvoir avoir des leaders et des ambassadeurs. Merci beaucoup. C'est très clair. Merci beaucoup à tous nos participants, tous nos intervenants pour ces éclairages et ces échanges très riches. Nous arrivons donc bientôt à la fin de l'échange. Nous espérons que l'échange a été utile pour l'ensemble des participants au webinaire. Donc, encore une fois, merci Ernest, Tidiane, Babacar, Adama. Merci aussi à Bertrand Guillemot, responsable collecte et communication chez Amref France, qui a répondu aux commentaires au fur et à mesure et des questions au fur et à mesure du webinaire. Aujourd'hui, alors, on a quelques questions. Est-ce qu'on a le temps de prendre quelques questions? Bon, on a sélectionné quelques questions auxquelles on aimerait répondre avant la fin de ce webinaire. Peut-être continuer avec vous, Babacar. Il y a une question on a un peu abordé, notamment Adama a un peu abordé ça au début, mais est-ce que les MGF aujourd'hui restent un tabou dans le sens où est-ce qu'on peut en parler? Effectivement, ce n'est pas un tabou. Les gens en parlent, en discutent. Maintenant, quand il y a des déclarations, c'est parce qu'il n'y a plus de tabou. Quand les gens peuvent en parler avec des visites à domicile dans les ménages, c'est parce qu'il n'y a plus de tabou. Quand des imams font une coalition pour en discuter, pour échanger, développent un argumentaire, ce n'est plus un tabou. Quand au niveau de l'intercommunalité, on parvient à faire des rencontres au niveau de la Gambie, au niveau de la Guinée-Bissau, impliquer les gouverneurs, impliquer les autorités administratives, ce n'est plus un tabou. Et c'est pour répondre aussi à une autre question. Je pense que pour la Gambie, l'Assemblée nationale a voté contre la levée de la pratique. Je pense que Amref est en train de faire, avec Amref Gambie, est en train de faire un travail pour permettre au moins que la coalition puisse avoir une plus emprise en Gambie. Maintenant, le travail reste à faire au niveau de l'ensemble de la frontière. Okay. Mais ce n'est plus tabou, les gens en discutent. Maintenant, il reste, quand vous développez une stratégie, il y a aussi les communautés développent des contre-stratégies. Ok, merci Babacar. Ernest, vous voulez rebondir sur la question sur la Gambie, notamment je relis la question pour les participants. Est-ce que vous suivez ce qui se passe en Gambie, notamment la menace du retour en arrière au niveau législatif? Y a-t-il un véritable risque? Quand est-ce que la décision de la Cour suprême est attendue? Ok, merci Nancy. Donc, Babacar avait déjà commencé à répondre à cette question. Effectivement, en 2024, des chefs religieux, mais aussi des députés du Parlement gambien avaient demandé l'abrogation de la loi contre l'excision de 2015. Donc, c'était une requête qu'ils avaient faite au niveau du Parlement. Heureusement que cette requête au niveau du Parlement a échoué, mais ils avaient intenté des recours au niveau de la Cour suprême. Et selon en tout cas, les dernières informations que nous avons de Human Rights Watch, donc en début 2026, la Cour suprême a commencé à étudier cette requête d'annulation. Donc, le processus est toujours en cours, donc ce n'est pas encore terminé. Donc, d'où l'appel à toute la société civile, tous les acteurs à être vigilants concernant ces pratiques-là. D'autant plus que
ces organisations, ces religieuses ou ces parlementaires pro-MDF, je dirais, sont toujours actifs. Et il y a eu des témoignages dans leur argumentaire qui disaient que quand on leur a demandé pourquoi ils souhaitaient que la loi soit reprise et que avec les décès des enfants, parce qu'il y a eu des décès de 2 enfants de moins de 2 mois en Gambie les mois passés. Donc la réponse d'un des chefs religieux faisait froid dans le dos, parce que quand un chef religieux vous dit, donc nous sommes musulmans, si quelqu'un meurt, c'est la volonté de Dieu, donc c'est ce fatalisme qu'il y a au niveau de ces personnes qui veulent que les MDF reviennent. Donc, quand on met les choses sur le dos de la religion, c'est très difficile à défendre, même si de plus en plus nous avons des imams qui ont cet argumentaire religieux musulman qui contredisent ces imams-là qui mettent souvent en avant cet argumentaire religieux. Donc, le combat continue. Donc, si c'est vraiment un combat, en tout cas, il faudrait que les gens puissent rester vigilants et pouvoir continuer à être sur le qui-vive pour un peu contrer cet argumentaire-là. Merci beaucoup, Boubacar et Ernest. On a sélectionné un commentaire, peut-être Adama, vous vouliez peut-être rebondir dessus. Il dit « Les mutilations génitales féminines sont largement liées à des facteurs socioculturels et des relations de pouvoir homme-femme au sein de la communauté qui fait que les jeunes filles ou les femmes subissent sans possibilité d'influencer les décisions. Donner la parole aux jeunes peut être, pour être des champions du changement communautaire sur les MGF est salutaire, mais il faudra agir sur les barrières culturelles. » En effet, Adama, si tu veux rebondir dessus, mais... D'accord. Donc, je pense que, à mon avis, le fait de faire déjà les filles étant des survivantes, étant des, je ne veux pas des victimes, étant les personnes cibles, donc donne déjà la parole et permet d'influencer les normes. Donc, je pense que c'est quelque chose, en tout cas, qui existe, l'expérience que l'expérience nous a donnée. Parce que ce sont les personnes qui pratiquent, les personnes qui sont les responsables, les gardiens de la tradition, si je peux le nommer comme ça. On est leurs enfants, soit on est leurs enfants ou bien on est leurs filles. Et si leurs filles sont des championnes, sont mieux sensibilisées avant que personne d'autre, une autre personne ne vienne dire que c'est ça et ça et ça et ça. Donc, c'est fort probable que l'influence soit acceptée. Et pour nous, en tout cas, on a beaucoup de témoignages de filles ou bien de parents qui ont pu revenir sur leurs décisions ou bien qui ont pris conscience de ce qui existe suite à la sensibilisation, à l'éveil, au renforcement de capacités que leurs filles ont eues et du combat que leurs filles mènent. Et même aller même dans la maison, peut-être les filles qui sont survivantes, sont restés de vous dire que moi j'ai été survivante, mais dans la maison, avec la médiation, avec les discussions, dire que les autres filles qui vont venir après ne seront plus victimes de mutilations génitales féminines. Donc il y a ça et ça et ça et ça en sensibilisant progressivement leurs parents. Donc moi-même j'en suis témoin dans ma maison et tout comme moi, il y a tant d'autres filles. Parmi nous, il y a une autre survivante qui a influencé sa grand-mère qui est exciseuse à abandonner l'excision, mais aussi à faire une déclaration publique. Et tant d'autres jeunes filles aussi qui témoignent du jour au lendemain. Donc, dire que le fait de donner la parole aux filles, de libérer les discussions, permet d'influencer les communautés, permet d'influencer les familles, mais aussi la tradition. Et petit à petit, à aller à l'encontre de ces barrières justement culturelles. Une dernière question peut-être pour Tidiane sur donc le projet Devenir qui est un projet financé par l'Agence française de développement. On a un commentaire, donc la prise en charge comprend un paquet d'activités psychologiques, sanitaires,
juridique, ce qui nécessite une approche synergique et complémentaire. Donc, c'est ce que aussi Tidiane vous expliquait. Mais est-ce que vous pouvez donner juste davantage un exemple de pratique d'amélioration obtenue par les actions d'AMREF? La question c'est, peut-on donner un exemple pratique d'amélioration obtenue par les actions d'AMREF? Alors, la question, elle est assez large quand même. Un exemple d'amélioration, ça peut être lié dans le cadre strict de la prise en charge ou bien dans le cadre du changement de comportement. Maintenant, si nous prenons par exemple le cas de la prise en charge, effectivement, il y a des exemples concrets. L'exemple concret que nous pouvons partager, c'est par exemple quand les structures assurent l'orientation, le référencement jusqu'à la prise en charge effective, par exemple, au niveau médical. Au niveau communautaire, par exemple, il y a le relais communautaire ou bien le badiane gox, comme on l'appelle, qui fait une orientation lors d'une consultation prénatale ou bien même lors de la consultation prénatale, la victime ou bien la survivante est identifiée comme ayant des complications de mutilation génitale féminine. L'agent de santé, soit la sage-femme ou bien un prestataire de soins, oriente la victime, par exemple, d'abord déjà dans l'accueil, dans la discussion, pour faire comprendre à la victime qu'elle est victime de telle pratique, que c'est ça qui conditionne, ainsi de suite, pour lui expliquer d'abord la pathologie, avant de l'orienter vers les services disponibles en termes de prise en charge. Parce que d'habitude, ce n'est pas comme ça rapidement que la personne accepte d'aller, par exemple, au niveau supérieur, au niveau, pour avoir un référencement vers une structure telle que l'hôpital pour une chirurgie. Ce n'est pas habituellement acceptable comme ça. Donc déjà, dans l'approche, dans l'orientation, dans la discussion, nous pouvons sentir qu'il y a des améliorations, il y a des actions concrètes, des exemples concrets en termes d'information et d'orientation. Et maintenant arrive la phase de prise en charge. Cette prise en charge se fait par qui? Par des spécialistes. Un spécialiste, par exemple, gynécologue spécialiste, qui s'occupe maintenant de faire une réparation. Donc déjà, ce sont des cas concrets que nous avons. Nous comptons continuer sur cette lancée. Là aussi, peut-être appeler Bertrand pour l'appel aux dons, pour renforcer quand même notre stratégie de prise en charge. Parce que, par exemple, actuellement, notre prise en charge ne peut pas, par exemple, dépasser, par exemple, une vingtaine ou bien une trentaine de femmes, alors que nous avons une centaine de cas qui sont identifiés. Maintenant, nous continuons dans ce sens-là pour arriver à prendre en charge toutes ces femmes-là. Mais de manière concrète, et en termes d'exemples concrets, nous pouvons prendre par exemple ce système d'orientation, de référencement, d'orientation jusqu'à la prise en charge effective avec une opération de chirurgie réparatrice liée à une complication de mutilation génitale féminine. Au niveau communautaire aussi, comme je l'ai dit, la question elle est large. En termes d'action ou bien d'exemples concrets que nous pouvons voir, je pense que Babacar, Adama, Ernest ont eu à l'expliquer. Si nous avons les exercices qui participent aux activités, qui se mettent en association, si nous avons les jeunes qui partagent, travaillent de manière, disons, qui sont aussi monitorés par des acteurs clés tels que les CCA, les structures formelles, nous voyons que la parole est libérée au niveau de la communauté en termes d'explication et de partage sur cette thématique-là. Donc, pour dire qu'au niveau communautaire, nous avons des changements, mais encore une fois, il y a encore des limites, des blocages sur lesquels nous devons continuer à travailler, surtout au niveau transfrontalier, surtout au niveau peut-être de certaines personnes qui sont encore conservatrices, mais nous avons quand même des exemples concrets d'amélioration, tant au niveau communautaire comme au niveau de la prise en charge. Merci beaucoup, Tidiane. Merci Adama, merci Ernest encore et Babacar. Merci à tous les participants. En effet, je rebondis sur la partie soutien. En effet, le soutien de nos donateurs est vraiment indispensable pour la poursuite de nos missions, surtout dans un contexte international où les aides publiques au développement sont mises à mal. Et il y a des
il y a des coupures budgétaires de l'aide publique au développement qui fragilisent les progrès atteints. Donc, si vous souhaitez, sachez que il est possible de faire un don ou de signer la pétition Stop Excision. Nous vous enverrons tous les liens dans le mail de remerciement suite au webinaire. Mais voilà, on vous projette déjà la page et du formulaire de don. Pour clore ce webinaire, je remercie encore une fois vraiment tous les participants et les intervenants. J'espère que les échanges ont été enrichissants et je vais me tourner pour le mot de fin vers Adama, vers la jeunesse. Est-ce que, Adama, peux-tu nous partager ta vision pour l'avenir? Comment imagines-tu le chemin devant toi pour les jeunes Sénégalais et les jeunes Sénégalaises et toutes celles et ceux qui souhaitent être définitivement libérés des mutilations génitales féminines? Alors déjà, quand je regarde l'avenir, Adama, peux-tu s'il te plaît mettre en mute ton ordinateur? Parce que- C'est bon. c'est bon. Alors, je disais, quand je regarde l'avenir, je vois en tout cas une jeunesse qui refuse le silence et l'injustice. Je vois des jeunes Sénégalaises et Sénégalais qui choisissent de protéger la vie, la dignité et l'intégrité des filles. Alors, pour moi, je rêve d'un Sénégal où aucune fille n'a peur de grandir, où son corps n'est plus un centre de souffrance, mais un espace de liberté, un avenir où les jeunes filles connaissent leurs valeurs, et où les jeunes garçons deviennent les alliés courageux. Mettre fin à l'excision, ce n'est pas renier nos cultures, c'est choisir l'humanité. Et je crois profondément que la jeunesse est cette force capable de transformer la douleur en espoir et le courage en changement durable. En tout cas, c'est ce chemin que je choisis avec et pour la jeunesse du Sénégal et du monde entier. Merci à vous. Merci Adama pour ce mot de fin. Merci à toutes et tous et à bientôt, j'espère, et à un prochain webinaire. Bonne Merci journée à vous. Belle après-midi. Merci beaucoup. Padre, ñun ngay ñaawal ataaya bi, d'accord? Kaay naan ataaya. Au revoir, merci à vous. Tidiane, Nancy.